Mais c'est quoi ce putain de niveau de hype qu'on a dans Kingdom depuis quelques temps? On n'a plus le temps de respirer, Hara Sensei nous sort des masterclass chaque semaine. Depuis que Kanki a pris la décision de massacrer les prisonniers, il y a un sentiment de malaise qui s'est installé du côté de Kin. L'atmosphère est devenue électrique. J'avais plus ressenti ce niveau de tension depuis un long moment. Ma hype est à son maximum, c'est le retour du grand Hara, c'est le retour du grand Kingdom. Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la review des derniers chapitres de Kingdom. Ça y est, on a atteint les 700 chapitres et quel bonheur d'avoir un manga dont la qualité ne baisse pas après autant de chapitres. J'ai même envie de dire qu'au contraire, Kingdom se bonifie avec le temps. Et c'est là que tu te rends compte qu'Hara Sensei est extraordinaire. Il arrive toujours à proposer des arcs qui vont venir surpasser les précédents. On n'est qu'au début de l'unification et on va assister à la chute des 6 autres royaumes. Le meilleur de Kingdom est devant nous. Bon, commençons maintenant la review, on a pas mal de choses à dire. Comme je le disais dans l'introduction, depuis la décapitation des 100 000 prisonniers, un sentiment de malaise est en train de se propager dans l'atmosphère. Pour l'instant du côté de Kin et de Zhao, et bientôt dans toute la Chine entière. Cette ambiance, on la doit à Kanki, qui porte à lui tout seul toute la hype de la communauté depuis plusieurs chapitres maintenant. Regardez comment Hara le met en avant. J'en suis sûr, c'est l'un de ses personnages préférés. Bref, après avoir entendu parler des massacres de Kanki, Sei a pris la décision de se déplacer jusqu'à lui. Sei était obligé de faire ce déplacement car Zhao a une importance toute particulière pour lui. C'est là-bas qu'il a découvert à la fois le côté sombre et le côté lumineux du genre humain. S'il a autant souffert lors de son enfance à Zhao, c'était justement à cause d'un massacre, à cause du massacre de Hakuki. Cet incident remonte à plusieurs décennies et pourtant, la haine est toujours présente chez les habitants de Zhao et de ses soldats, comme on a vu avec Mangoku. Tu peux pas unifier des peuples qui se détestent, mais c'est aussi grâce à un habitant de Zhao, grâce à Shika, que Sei va sortir de ses ténèbres. En fait, l'idée même de la réunification est née de son expérience personnelle à Zhao. Voilà pourquoi c'est aussi important pour lui. Bref, ça vient à la rencontre de Kanki et là Kanki nous fait du Kanki, bras croisés, jambes sur la table alors qu'il a en face de lui son roi. Son niveau d'insolence ne connaît aucune limite. Mais derrière cette insolence, il se cache autre chose. En réalité, avant même que Sei ne s'assoie, Kanki a lancé une bataille psychologique contre lui. Avec sa posture, il cherche à faire comprendre à Sei qu'il ne s'écrasera pas face à lui. Il cherche à mettre en place un rapport de force. Il ne veut pas commencer cette confrontation dont sa vie va dépendre en étant dominé dès le début. C'est aussi pour cette raison que Maron a déployé l'élite de l'armée de Kanki, pour faire comprendre à Sei qu'ici, on n'est pas à Kanyu. Ici, on est sur un champ de bataille et le rapport de force n'est pas tout à fait la même. Dans l'esprit des gens, le roi est une figure sacrée qui ne doit connaître aucune opposition. Il pense que tout le monde doit s'écraser devant lui. Et c'est pourquoi beaucoup ne supportent pas l'affront de Kanki contre Sei. Alors je suis d'accord pour dire que dans l'idée, ça devrait être comme ça. Mais dans les faits, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que le roi n'est pas le seul à avoir beaucoup de pouvoir dans un état. Il y a aussi et surtout les généraux. Dans certains cas, un général peut même avoir plus d'influence que le dirigeant. Et on peut prendre l'exemple de Karin, puisqu'elle est à la fois premier ministre et grand général à Shu. De la même manière, Shuekun est très certainement l'un des hommes les plus puissants de Kin, puisqu'il cumule à la fois les fonctions de ministre et chef des armées. Et en réalité, dès que Shuekun s'était rallié à Sei pendant le couronnement, le sort de Ryufui était déjà scellé. Diriger un royaume, ça demande beaucoup d'habileté. Ça nécessite d'avoir le contrôle sur ses opposants politiques, mais aussi sur ses propres généraux. Et ces derniers sont beaucoup plus dangereux car ils possèdent une armée qui est bien souvent plus fidèle à leur général, avec qui ils ont combattu pendant des années, plutôt qu'à leur dirigeant. Dans la première partie de Kingdom, Sei a surtout lutté contre ses opposants politiques, Seikyu et Ryufui notamment. Et dans cette seconde partie, je pense que Sei devrait faire face à l'influence croissante de ses grands généraux. Et si je devais noter le niveau de fidélité des grands généraux actuels, ça donnerait ça. Sei n'a rien à craindre de Yotanwa et tout, qui partagent totalement son projet d'unification. Concernant Mobu et Shuekun, je ne peux pas les mettre au même niveau que Yotanwa et tout, car il ne faut pas oublier qu'ils faisaient partie de la faction de Ryufui de base. Et évidemment, les plus dangereux seront Kanki, mais aussi et surtout Usen. Avoir seulement deux grands généraux totalement fidèles, c'est pas assez pour Sei pour asseoir totalement son autorité sur l'armée. Et c'est justement là finalement tout le dilemme de Sei. Il doit donner aux grands généraux assez de pouvoir pour qu'ils puissent réussir l'unification, mais en même temps,
faire attention à ce que ce pouvoir ne se retourne pas contre lui. Le roi Shō, lui, n'avait pas ce problème. Surnommé le dieu de la guerre, il était plus facile pour lui d'avoir la fidélité de ses généraux car il était lui-même un grand général. Les militaires ont plus de respect pour quelqu'un qui vient de leur milieu. Sei, lui, n'a pas un contrôle total sur ses généraux. Il est même très dépendant des généraux les plus dangereux. Et cette confrontation avec Kanki en est bien la preuve. Il le pardonne car il n'avait pas d'autre choix. À ce stade de l'unification, il ne peut pas se passer des talents de Kanki. Évidemment, Sei souhaiterait ne plus avoir à être dépendant des généraux dangereux comme lui. Et c'est là où le trio va devenir encore plus important dans la suite du manga. Shin, Muten et Huon doivent absolument atteindre le rang de grands généraux et devenir un contrepoids face à la menace que peuvent représenter Kanki et Usen. Vous pourriez me dire que oui, actuellement il y a déjà Yotawa et tout, voire Mobu, mais un gars intelligent comme Usen va attendre le moment idéal pour faire sa trahison. Un moment où pendant l'unification, les autres grands généraux sont trop occupés sur leurs fronts respectifs. D'ailleurs, si Usen trahit Kin, je pense pas qu'il attaquera Kanyu, c'est trop dangereux. Je pense qu'il cherchera plutôt à prendre le pouvoir sur l'un des 6 états que Kin viendra d'écraser. Je m'attends à ce que ce risque de trahison soit de plus en plus pesant au fur et à mesure de l'unification. Bref, vous l'aurez compris, Sei a beaucoup progressé depuis le début du manga, mais il lui reste encore beaucoup à faire. Mais justement, cette confrontation avec Kanki va l'aider dans ce sens. Parlons maintenant du débat en lui-même. Alors certaines personnes ont été déçues de la confrontation car ils s'attendaient à un débat à la Ryufui, mais en fait, je pense qu'on pouvait s'y attendre. Sei, il n'est pas venu débattre avec Kanki. Tu peux faire des beaux débats philosophiques sur la nature de l'homme, sur la fonction d'un dirigeant avec des gens comme Ryufui et le roi de Ki, mais Kanki, il en a rien à foutre de tout ça. Lui parler de l'éthique de la guerre, c'est complètement inutile. Non, face à des généraux qui lèvent un peu trop la tête, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de les remettre à leur place, pas de débattre. Avec cette confrontation, Kanki a vraiment pris conscience que Sei est très sérieux sur l'idée qui se cache derrière l'unification. Kanki, lui, il connaît pas vraiment Sei, il a pas vu son discours avec Ryufui ou le roi de Ki, il savait pas à quel point Sei était attaché à cette unification sans massacre. Mais là, en voyant que Sei était prêt à le tuer pour cette raison, il comprend mieux quelles sont les limites à ne pas franchir. Quant à Sei, je veux qu'il prenne conscience qu'unifier la Chine sans aucun massacre, c'est pas possible. Il doit avoir une posture plus réaliste sur cette question. Tu peux faire des débats philosophiques sur l'éthique de la guerre avec un roi intelligent comme celui de Ki, mais là, Sei doit se confronter à la réalité du terrain. C'est facile de dire qu'on n'accepte pas les massacres depuis son palais, mais sur le front, c'est pas si évident. Ce chapitre m'a rappelé la dernière conversation que Sei a eue avec Ryufui, qui lui disait que dans sa quête d'unification, sa gentillesse pourrait devenir son unique point faible. Et je pense qu'on a là un possible foreshadowing de Hara. Il y a plusieurs mois déjà, je me disais que pour réussir l'unification, Sei devrait massacrer toutes les familles royales des autres états, du plus jeune au plus âgé, pour tuer dans l'œuf les projets de rébellion. Et je pense qu'il ne pourra pas se résoudre à tous les massacrer. D'ailleurs, je pense qu'avec le massacre de Kanki, Hara plante les graines des futures rébellions. Je m'explique. Dans l'un de ses dernières interviews, Hara a dit que le manga continuerait encore un peu après l'unification. Et d'après moi, ça concernera l'éclatement de l'empire créé par Sei. Ceux qui ont lu les faits historiques, vous êtes priés de fermer vos grandes gueules dans les commentaires. On veut découvrir par nous-mêmes avec l'avancement du manga. Merci. Bref. Même si je pense que Sei va réussir l'unification, je pense que peu de temps après, il finira par se diviser à nouveau. Et ça sera à cause de plusieurs éléments que Hara va mettre lentement en place dans le manga. L'incapacité de Sei de massacrer toutes les familles royales ou encore le sentiment de vengeance né des massacres de Kin lors de l'unification seront à mon avis les principaux facteurs. Sinon, dans le chapitre 700, Naki rejoint le campement de Kanki pour prendre de ses nouvelles. Et là, il y a une discussion très intéressante. Maron affirme que la raison du massacre n'est pas liée à la mort de Raido, mais à la vraie nature de Kanki, à ce côté psychopathe qui sommeille en lui, comme s'il avait des pulsions meurtrières en lui. Ringyoko lui dira quand même que si, le massacre reste malgré tout lié à Raido. Qui a raison, qui a tort? Et bah je pense que la vérité est entre les deux. Qu'on a d'un côté un Kanki qui voulait se venger pour Raido, et que de l'autre, ses anciennes pulsions meurtrières ont refait surface. L'un a provoqué certainement l'autre. Mais en fait là, on a une information très importante. C'est qu'à certains moments, Kanki n'arrive pas à contenir ses pulsions et peut commettre des massacres à cause de ça. Pourquoi c'est important? Et bah parce qu'on a dit juste avant qu'il avait compris les limites à ne pas franchir par rapport aux consignes de Sei. Et là, on peut comprendre qu'avec ses pulsions, malgré lui, il pourrait commettre des massacres à nouveau. Et je pense que c'est ce qu'il va se passer. Il va les contenir un certain temps, mais tôt ou tard, ils vont reprendre le dessus et il va commettre un nouveau massacre.
Et quand ça arrivera, Sei enverra un grand général pour le tuer une bonne fois pour toutes. Et cette confrontation avec le grand général, Hara le prépare depuis Kokuyu. Ce grand général sera Shin. En tout cas, c'est comme ça que je vois la fin de Kanki. Bref, la discussion continue, Naki et les autres se demandent qui de Raido ou du clan Saki était là en premier. Et Naki va se demander pourquoi aucun membre des Saki ne fait partie des lieutenants s'ils sont là depuis aussi longtemps. Et on voit justement dans la planche d'après une femme provenant du clan Saki dans le lit de Kanki. Vu l'enchaînement, je pense qu'on peut en déduire que cette femme est un membre très important du clan Saki, voire même la chef. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir une femme à la tête d'un clan de psychopathes. Je pense que personne ne s'y attendait. En tout cas, cette planche m'intrigue énormément. Elle dégage quelque chose de particulier. D'habitude, Kanki, après avoir soulevé des meufs, il est plutôt de bonne humeur. Mais là, regardez-moi ce regard noir. Notre Kanki est en train de souffrir. La perte de Raido lui fait vraiment du mal. Et c'est pour ça que je pense que cette femme n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas venue seulement satisfaire ses besoins comme on a pu le voir avec les autres prostituées, mais aussi pour le réconforter en un certain sens. Avoir un rôle de soutien psychologique pour l'aider à affronter sa peine. Elle a peut-être ressenti que les pulsions meurtrières de Kanki ont refait surface pendant cette bataille et elle est venue les calmer. Si les plus anciens membres de l'armée de Kanki sont le clan Saki et que cette femme est leur chef, alors c'est elle qui doit connaître mieux que personne Kanki. C'est peut-être elle qui nous apprendra plus tard des choses sur le passé de Kanki. Naki se demandait pourquoi il n'y avait pas de représentant du clan Saki parmi les officiers et si ce représentant était en fait déjà là. Et si c'était pas Kanki lui-même le chef des Saki, est-ce que le clan Saki peut être son vrai clan? Est-ce qu'il est devenu leur chef en soumettant la femme de cette planche? Plus de questions que de réponses, le mystère autour de Kanki reste entier. Hara, je t'en supplie, n'attends pas la mort de Kanki pour nous dévoiler son passé. Le chapitre se termine avec un messager qui entre dans la ville de Seika, portant un message de la capitale. Oui, enfin on y arrive, tout est en train de se mettre en place pour la bataille finale de Zao. Après la mort de Koshu, Kakukai n'a plus le choix. Il se doit de rappeler le seul homme capable d'affronter Kin. Le grand, le magnifique Riboku. À ses côtés se trouvera très certainement le joyau caché de Zao, Shibashu, seigneur de Seika, qui a repoussé avec seulement 5000 hommes les 20 000 soldats d'Ordo. D'un côté, on aura les trois grands généraux de Kin, Yotanwa, Kanki et Usen, accompagnés des généraux Shin, Muten et Won. Et de l'autre, on aura un Riboku et un Shibashu qui donneront tout ce qu'ils ont pour empêcher la destruction de Zao. Avec un tel casting, avec un tel enjeu, je pense qu'on va découvrir tous ensemble le meilleur arc de Kingdom. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, mais avant de vous quitter, j'aimerais vous remercier car nous avons atteint les 3500 abonnés. La chaîne aura un an déjà au mois de janvier et je me suis fixé comme objectif d'avoir 5000 abonnés pour les 1 an de la chaîne. Je compte donc sur vous et je vous dis à la prochaine.